clairement, ça commence à s'ancrer dans ma posture professionnelle. Rien sans les personnes concernées, non pas pour elles, mais avec elles. Toute la rage, toute l'inquiétude se focalisait sur ma petite personne. Donc, j'avais des intimidations. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Aujourd'hui, j'échange avec Anne Festa, militante associative qui a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à une meilleure prise en charge des personnes atteintes d'un cancer. Nous aborderons, entre autres dans cette première partie, sa première confrontation à la grande précarité au sein du ministère des Anciens Combattants, le lancement du premier service de téléphonie sociale dédié aux malades du cancer, ou encore son parcours de combattante pour déployer 33 ERI, des lieux d'accueil, d'écoute, d'échange et d'information pour les personnes malades du cancer et leurs proches, partout en France. Avant de vous laisser avec Anne, quelques mots sur les singularités de ce nouveau podcast. Pour vous proposer le contenu le plus authentique, inspirant et actionnable, toutes les expériences abordées avec mes invités sont totalement révolues. Cela assure une liberté de ton maximale, ainsi qu'une meilleure prise de recul. Les entretiens sont enregistrés dans les conditions du direct, sans coupure ni montage au domicile de mes invités partout en France. J'aborde des réflexions de carrière, mais aussi les enjeux business associés, pour contextualiser un maximum leurs apprentissages. Enfin, les entretiens sont découpés en 2 parties, diffusées chaque mardi et vendredi. Et maintenant, place à votre épisode avec Anne Festa. « 1979, tu as 18 ans. C'est ton premier jour en tant qu'archiviste au ministère des Anciens Combattants. Qui es-tu à ce moment précis ? À ce moment précis, je suis une toute jeune fille, assez immature, assez impressionnée de me retrouver à l'Office national des anciens combattants, avec l'impression d'être investie d'une drôle de mission dans des archives hyper sombres au 3e sous-sol, qui consistait à aller chercher les lettres des poilus des anciens combattants 14-18. Et j'avais une impression un peu bizarre qui était d'être un peu voyeuse lorsque j'ouvrais ces dossiers un peu poussiéreux. Et je me demandais à la fois ce que je faisais là, mais c'était le premier job, on appelait ça les TUC, les travaux d'utilité collective, qui me permettaient d'avoir un toit sur la tête et de manger un peu, en attendant de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Ok, merci pour cette première présentation. Ça, c'était toi à 18 ans. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Waouh. Aujourd'hui, je me présente avec quelques années de plus, j'ai 64 ans. Je me présente comme quelqu'un d'apaisé professionnellement. Peut-être que cet entretien montrera un petit peu quelquefois des accès d'enthousiasme teintés souvent de colère. Aujourd'hui, je suis apaisée. Je suis complètement apaisée professionnellement et j'ai un regard assez, assez magnanime sur qui j'ai été et un peu sévère sur des périodes de ma vie professionnelle où peut-être j'ai manqué de recul. Et c'est ces 4 dernières années, qui m'ont amené un peu à me regarder ainsi. Ok, ça va être un sacré chapitre. Écoute, Anne, bienvenue sur les grandes épopées. Et merci de m'accueillir chez toi, à Plouézoc. C'est ça. Proche de Morlaix. Donc merci pour cet accueil et pour cet échange. Pour rappel, dans ce podcast, l'idée c'est d'explorer des momentum clés de ta carrière. Et moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, le nez dans le guidon, mais aussi aujourd'hui avec le recul, ce que t'en retiens pour toi et aussi pour nos auditeurs.
Donc je tiens encore une fois à te remercier et c'est parti pour la grande épopée d'Anne. Merci. Alors on replonge en 79, donc à 18 ans. Pour moi, c'est assez révélateur parce que c'est déjà ton premier contact avec une population vulnérable. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment tu vis ça, le fait justement de devoir t'intéresser à ces personnes-là, qui ont quand même une histoire tout à fait particulière? Alors peut-être il faut remettre un tout petit peu le contexte, parce que comme j'ai dit en tout début là de cet entretien, j'ai d'abord été aux archives. Ça consistait à sortir les courriers. Donc il y avait un côté où il fallait lire. Et je lisais certains courriers, je rentrais dans l'intimité de gens qui étaient décédés, évidemment pour la plupart, et qui ou adressaient un dernier adieu, ou disaient à leur amour combien ils les aimaient, ou parlaient de l'horreur des tranchées. Et du coup, j'étais projetée un peu comme dans un livre d'histoire, sauf que c'était la vraie histoire. Je suis restée là pendant 6-7 mois à trier, et puis les circonstances de service ont fait qu'ils avaient besoin de personnes sur le service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le service départemental en fait, sur ce qui concernait les anciens combattants concernés vivant Paris intramuros. Et il manquait donc de personnel, et c'était la grande époque dans la fonction publique où on pouvait avoir des contrats, on appelait ça les contractuels en fait. J'avais un bac que j'avais obtenu en candidate libre la même année d'ailleurs. Et donc ça m'autorisait à avoir un contrat de catégorie B, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Et là, j'ai été formée par une directrice et un chargé de mission sur l'accueil d'une population qui était spécifiquement l'accueil des anciens combattants d'Algérie. Et ces anciens combattants d'Algérie, moi j'imaginais qu'ils étaient tous issus du territoire français, sauf que là j'ai découvert les harkis, c'est-à-dire des personnes rejetées chez eux parce que considérées comme collaborateurs, et rejetées chez nous, pour le dire de la façon la plus crue possible, comme sale bougnoule, enfin je veux dire avec des mots que j'entendais. Et du coup, c'était la toute première fois de ma vie où j'ai été confrontée à des gens qui avaient, et je comprenais parfaitement bien, parce que j'étais bosseuse et j'avais bien lu tout le code d'invalidité des anciens combattants, donc je savais qu'ils avaient été sous les drapeaux de l'armée française et qu'ils avaient donné leur vie pour la nation, et qu'en même temps, ils n'étaient pas considérés comme s'ils avaient donné leur vie, non seulement par les autorités telles que les anciens combattants. Les pensions étaient encore cristallisées, je rappelle à l'époque. Ils n'avaient pas les mêmes pensions que les anciens combattants français. Avec des ordres de grandeur complètement fous. Ah oui, je veux pas vous dire de bêtises, mais franchement, moi j'ai des souvenirs où peut-être pour l'équivalent de 1 000 € aujourd'hui de pension d'invalidité, un ancien combattant à harki, je veux dire qu'il y avait donc la nationalité française quand l'Algérie était française, on est bien d'accord. Je veux dire, et qui avait combattu sous les mêmes drapeaux, devait avoir peut-être l'équivalent de 15 €. C'était des ordres de grandeur immensissimes, je veux dire, complètement démesurés dans l'inégalité. Et donc, je suis confrontée à ça, et il se trouve que le Paris dont on parle et dont on parlait souvent dans ces années 70-80, qui était un peu le Paris des clodos dans le métro, il se trouve que c'était souvent ces anciens combattants-là qu'on retrouvait à l'époque, il y avait encore des bancs dans le métro pour qu'ils puissent s'allonger. Après, on a mis des espèces de caissons en plastique pour qu'ils ne puissent plus s'allonger. Et donc, du coup, c'était eux qui étaient dans le métro, c'était eux qui étaient à la rue, c'était eux qui étaient clochardisés, comme par hasard. Et je commençais à mettre en lien ce que plus tard je découvrais comme une vulnérabilité sociale qui engendrait aussi, là, aux anciens combattants, des vulnérabilités médicales. C'est-à-dire qu'ils étaient souvent blessés. Alors peut-être qu'ils se battaient, je veux dire, l'alcool les aidait à supporter la rue, mais ils étaient malades. C'était des gens qui avaient des pathologies chroniques qui n'étaient pas prises en charge. De temps en temps, ils étaient ramassés, on appelait ça par le quart des bleus, pour aller à Nanterre, se faire enlever les poux et traiter la gale.
Et puis on les voyait revenir rasés et bêtés. Et j'assistais à ça où finalement mon rôle était de les accueillir, d'écouter, et c'était de construire ce qu'on appelait des dossiers sociaux pour pouvoir avoir un secours. On appelait ça une aide financière, un secours. Alors il y avait les secours immédiats, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer à la caisse et avoir quelques petites centaines d'euros, dizaines de francs plutôt, pardon, dizaines de francs, et ou des dossiers où ils pouvaient avoir des sommes un petit peu plus conséquentes, mais je sais pas, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, ça allait entre 200 et 300 francs, ce qui était beaucoup, mais ce qui permettait un mois de loyer, un peu de se nourrir et tout ça. À l'époque, on faisait ça avec 300 francs, ce qu'on fait pas aujourd'hui avec 300 euros, bien sûr. Faut remettre ça dans le contexte. Et du coup, moi, j'étais là avec ce petit pouvoir-là d'écouter des hommes, et j'avais 18 balais, 19 ans. Et j'ai été submergée et d'un seul coup, mise directe, comme ça, sans préavis aucun, face à cette grande vulnérabilité sociale qui était... je pressentais lié parce que t'étais mal né, parce que t'étais pas français, parce que t'avais pas d'appart, parce que t'avais pas de boulot, parce que la vie faisait que t'étais pas dans les clous, quoi. Et que du coup, tout partait à volo. Et en plus, tu remarquais du coup le lien direct entre finalement la santé et l'écosystème, enfin, et leur cadre de vie en fait. Donc ça, je l'ai compris après sur mon parcours un petit peu plus tard, où ce lien était d'une évidence absolue. C'est-à-dire que si tu es vulnérable socialement, alors tu es en très mauvaise santé. Et cette très mauvaise santé entraîne encore plus une chute sociale parce que tu perds ton boulot, parce que, je veux dire, tu te nourris mal, parce que tu as pas l'argent, parce que t'as pas accès à l'éducation, parce que. Et du coup, comment, à un moment donné, un départ compliqué, un contexte compliqué, un écosystème qui t'est en aucun cas un tout petit peu favorable, fait que tu vas tomber malade et qu'alors là, la santé partant, je pense que tout s'aggrave. Mais ça, je l'ai compris a posteriori, et ça a été un peu le fil conducteur, pas vraiment le fil conducteur, mais ça a été le dénominateur commun de tout ce que j'ai pu faire dans les différents postes que j'ai occupés autour du médico-social, on va dire. Oui, c'est ça, parce qu'en fait là, les auditeurs vont le réaliser au fur et à mesure de notre entretien, mais quand on a préparé cet échange, moi je l'ai tout de suite compris en fait, parce que forcément on réécoute, enfin on relit finalement la carrière et on se dit bah oui, ça a commencé là en fait. Ça paraît presque évident. Tu as eu à la fois la chance et la responsabilité finalement d'avoir presque une vocation dès le début de ta carrière qui va te suivre finalement jusqu'au bout. Donc c'est... Et autre chose aussi qui a été, je pense, le plus formateur à cet endroit-là, à cet instant-là, c'est d'avoir appris la capacité d'écoute. C'est-à-dire que pour me dire qu'ils allaient mal, ou plutôt, je vais le dire autrement, pour me dire qu'ils avaient besoin d'argent, ils étaient obligés de me raconter pourquoi. Ce qui était terrible pour eux, parce que ça les mettait dans une situation de quasi mendicité, et du coup d'être obligés de se déshabiller et de parler de leur intimité psychique, je parle. Et effectivement, je découvrais des vies brisées ils me racontaient ça comme pour se justifier, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était terrible à entendre, et de me dire comment on peut en arriver, alors que pour moi c'était une évidence. C'était des gens qui n'étaient pas reconnus par le système, qui avaient tous les éléments normalement cochés les cases. Ils étaient sous le drapeau, ils avaient combattu, ils avaient été colonisés, enfin vous voyez. Et là, boum, je veux dire, ils étaient rapatriés, certes, mais à quel prix? Et sans la protection de l'État que eux-mêmes avaient protégé avant. Et c'était terrible, parce que je me souviens de gens qui, je pense aujourd'hui avec du recul, étaient devenus schizophrènes dans cette souffrance mentale. Et c'est joint, c'est
agglomérer, c'est agglutiner aussi la souffrance psychique de façon très forte, qui est pour moi une vraie problématique de santé. Alors là, on va revenir à notre fil conducteur, même si le sujet est évidemment passionnant, qui est en fait ta carrière. Parce qu'à ce moment-là, tu sors de cette, en tout cas de ce ministère et de ce service, et tu arrives à l'association de recherche sur le cancer. C'est ça. Comment est-ce qu'on passe en fait, de ce service à cette association Alors, c'est très simple. C'est qu'à un moment donné, j'ai été appelée, ce qu'on appelait, c'était un préfet qui maîtrisait l'Office national des anciens combattants. C'était pas ni le secrétaire d'État aux anciens combattants, c'était un préfet. D'accord. Et le siège était aux Invalides, à Paris, et de l'Office national des anciens combattants. Et ce préfet avait besoin d'une chargée de mission. Et en fait, on m'a proposé le poste. Et quand je me suis retrouvée au cabinet du préfet, donc, chargée de mission, toute petite, je veux dire, j'avais fêté mes 20 ans, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de préparer des événements autour de dépôts de gerbes ou ça. C'était pas ça. Il me manquait, les anciens combattants me manquaient, le terrain me manquait. Et c'est là où je me suis dit que j'allais chercher du travail et que intuitivement, je cherchais du travail. Donc, je suis allée tout bonnement, à l'époque, on faisait ça. On allait ce qu'on appelait la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi. L'équivalent de France Travail aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et il y avait une offre d'emploi qui était sur Villejuif et où il cherchait quelqu'un, non pas qui était assistante sociale, mais qui avait des notions sociales et des notions d'accompagnement de gens. Alors, je sais, il n'y avait pas écrit de population vulnérable, mais il y avait, je crois, écrit de personnes en difficulté. D'accord. Et je me suis dit, waouh, c'est pour moi. Digne de Katz. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Et c'est lors de l'entretien que j'ai découvert que l'ARC, l'Association de recherche sur le cancer, donc on est en 1989, cherchait une équipe pour monter le premier service de téléphonie sociale qui s'est appelé Allo Cancer. La téléphonie sociale n'existait pas. En gros, c'était simple. C'était un numéro de téléphone. Quand on avait un cancer, on appelait, on faisait « Allô, bonjour, je m'appelle comme ça, j'ai un cancer, je voudrais des renseignements ». Et c'était hyper révolutionnaire. Mais en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce que au tout début, on a voulu monter un service pour avoir ce type de questions. Sauf que ce qui est arrivé, c'est pas du tout ce type de questions. Ce qui est arrivé, c'est j'ai un cancer, je vais mal, au secours. Et donc, c'était vraiment toute une aide à la fois de soutien psychologique, à la fois de soutien social, déjà. Les gens qui appelaient étaient des gens extrêmement démunis devant l'annonce. Parce que pour bien comprendre, en fait, au départ, l'initiative visait des personnes qui avaient un cancer, peu importe en fait leur contexte social, économique, et l'intention c'était plus de répondre à des questions pratiques, on va dire d'un malade qui se pose des questions peut-être sur les médicaments, sur le traitement. C'était exactement ça le présupposé. C'était sur le soin et pas la santé. On reviendra beaucoup sur cette dichotomie, mais ok. C'est ça, c'était exactement ça. Et ensuite, il y avait beaucoup de... C'était compliqué parce que on avait tout un système de documentation, chimiothérapie, effets secondaires, radiothérapie, tout ça. Et c'était très compliqué parce que déjà, plein de médecins et des médecins généralistes et des médecins oncologues disaient mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ces gens-là sont pas médecins. On va pas parler médecine et donner de l'information en dehors du cadre médical ou du colloque singulier entre un médecin, un oncologue, un médecin traitant ou un médecin spécialiste. Déjà, ça tiraillait un peu dans le milieu. C'est la première fois que tu es au contact avec la tension. C'est ça. Que tu vas bien connaître. Je découvre ça et dans ma petite tête, je me dis, je vois pas où est le problème. Parce qu'en fait, c'est une chose que d'être médecin, de poser un diagnostic, un pronostic et de mettre en place un protocole de traitement. C'est autre chose de parler d'information médicale de façon générale. Pour moi, je voyais même pas où était le problème, quoi. Okay. C'est un peu comme un journaliste médical. Il n'est pas médecin, mais pour autant, il va parler. Et moi, je suis restée là-dessus, mais je ne voulais pas voir le problème. C'est-à-dire,
C'est des années après que j'ai vraiment perçu, et encore aujourd'hui, qu'il y a un vrai problème sur ce, je mets des guillemets, pouvoir médical. Mais ça n'a rien à voir. Un entretien, un colloque singulier sur la découverte d'une maladie avec des explications médicales propres au patient, un diagnostic, un pronostic, je répète, la mise en place d'un protocole de traitement hyper personnalisé avec quelqu'un qui aujourd'hui, alors à l'époque il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui on se met sur Internet, on tape chimiothérapie, on a tout et n'importe quoi qui sort. D'où pour moi encore plus l'intérêt d'avoir des gens un peu formés, cadrés, qui pouvaient assurer de procurer une information valide, validée, y compris validée évidemment par les médecins. Mais c'était pas du tout entendu comme ça en 89-90. Mais toi, à ce moment-là, tu réalises que c'est super important. Et est-ce que c'est un moment fondateur un peu de ta carrière où tu te dis, ok, ce sujet-là, en fait, il est structurant et j'ai envie d'y consacrer Alors, plus d'énergie? Oui, clairement oui, il y a ce sujet-là, l'accès libre à l'information médicale, que je n'énonce pas ça comme ça à l'époque, mais je pressens et je me dis waouh, quand même l'information ils cherchent. C'est pas parce que le médecin a dit qu'ils y croient. C'est pas parce que le médecin a dit que c'était comme ça qu'ils se disent que ça va être comme ça. Ça je le découvre. C'est une espèce de petite remise en question un peu en cachette de ce que pouvait dire le médecin et ou des recherches en plus de ce que les médecins ont dit. Ça, je découvre ça et je suis immédiatement convaincue que on doit répondre à ça, qu'on soit médecin ou pas. Ça, c'est ma première conviction. Et je rajouterais que ma deuxième conviction, c'est que souvent, et ça, c'était pas très clair parce que ça n'était qu'au téléphone. Je n'avais pas les gens en face, comme ça sera le cas plus tard. Ma deuxième conviction, c'est que souvent, ils ont besoin de cette information pour gérer leur maladie. Et pour gérer leur maladie dans leur contexte de vie, dans leur contexte de vie, dans leur contexte de vie amoureuse, de vie familiale, de vie professionnelle. Et que c'est finalement eux, tout seuls, chaque personne malade, qui va gérer sa vie. Et c'est pas parce que le médecin te dit que tu vas faire ça, te dit que tu auras ces effets secondaires, te dit que tu peux les éviter comme ça, que finalement ta vie va te permettre de le faire. Et c'est ça que je découvre au téléphone. Avec des gens qui disent, on m'a dit ça, que les effets secondaires y passeraient si je prends ça, mais ça passe pas. On m'a dit que je devais m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter parce que je n'ai pas de prévoyance, parce que je n'ai pas d'indemnité journalière, parce que j'étais pas déclarée. On m'a dit que je devais me reposer, mais je ne peux pas me reposer parce que je suis une maman toute seule et que personne garde mes mômes. C'est ça que je découvre au téléphone avec, accrochez-vous, lorsqu'il y a eu la publicité de fait autour de ce numéro de téléphone Allo Cancer, on a eu jusqu'à 5000 appels par mois. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. La demande était énorme. Et à ce moment-là, comment tu te dis, toi, en tant que professionnel, voilà, maintenant j'ai conscience, en gros, de ce problème-là. J'ai envie d'avoir de l'impact. Est-ce que tu te dis, ben voilà, je vais développer peut-être ce service à plus large échelle, ou finalement tu te dis, je vais peut-être faire autre chose. Alors, c'est quoi un peu ton... Je me sens paumée parce que je me sens, je pressens, je comprends que quelqu'un comme moi, c'est-à-dire pas vraiment formé, ou on va dire plutôt si, mais sur une formation non reconnue qui est formée sur le tas, on va dire, ça marchera pas. Que dans ce milieu purement médical, et encore plus que médical puisqu'on est en oncologie pure et dure, je rappelle qu'on est sur le plateau de Villejuif quand même, Institut Gustave Roussy. Les locaux de l'Arc étaient abrités sur le centre d'information de l'hôpital Gustave Roussy. Je m'aperçois que c'est le médical pur et dur qui va gérer tout ça et qui dit oui ou qui dit non et qu'on a zéro pouvoir. Donc j'ai des alliés. À cette époque-là, le directeur de ce service médical, qui était un professeur neurochirurgien, neurologue et psychiatre, était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui pressentait un peu ça à cette époque-là. Et puis, c'est l'époque de Léon Schwarzenberg qui est à l'Arc et que moi, je regarde avec une admiration et qui commence un peu à ouvrir sa bouche sur des choses qui nous agitent encore aujourd'hui, sur des débats sur l'aide à mourir. On est en 89, donc il y a longtemps qu'on en parle. Et du coup, moi, je suis à la fois entourée de médecins qui sont pour moi visionnaires, humanistes, ouverts,
et pour autant excellents médecins, et à la fois avec, là pour le coup, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, un nombre de médecins complètement recroquevillés sur ce que je vais appeler le pouvoir médical, sur ce qu'ils estiment être un pouvoir, qui est un savoir, en fait. Et ils ont une expertise, ils ont un savoir évidemment incontestable et que jamais je contesterai, mais c'est comme s'ils ne voulaient pas le partager et comme, voire même, certains pouvaient penser que les personnes malades n'étaient pas en capacité de comprendre. Comme si la maladie, en l'occurrence là, un cancer, empêchait les neurones de fonctionner. C'était un peu ça que je pressentais. Et je trouvais ça d'une injustice absolue et ça a commencé à ce moment-là à me mettre en colère, oui. Mais du coup, comment tu fais à ce moment-là pour avoir plus d'impact et pour peut-être sortir de cette limite finalement que tu touches du doigt? J'ai pas les moyens à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, j'ai pas les moyens, j'ai juste le soutien de personnes comme le professeur Jean-Paul Constant, comme Léon Schwarzenberg, comme quelques autres médecins qui travaillaient déjà à l'Institut Gustave Roussy, qui étaient plutôt ouverts, je pense à Pierre Ruffier, qui étaient des personnalités ouvertes et qui nous regardaient avec pas juste bienveillance, qui nous regardaient avec intérêt et en nous disant ça va être compliqué, mais c'est bien, peut-être on va y arriver. Et voilà. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est le scandale de l'Arc. L'Arc, le président était Jacques Rosemary, donc pour les auditeurs les plus âgés, ça dira quelque chose. Ça a été un des premiers scandales de détournement de fonds associatifs. Et moi, je vis ça comme un tsunami. C'est-à-dire que avec le professeur Constant, on était là dans ce centre d'information scientifique sur le plateau de Villejuif. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les télés là d'information en permanence. Mais quand on sortait, il y avait les flashs des journalistes qui nous attendaient. C'était le vrai scandale. C'était horrible. Et on avait l'impression, nous, d'être trahis, mais c'est les malades qu'on avait au téléphone qui étaient immensément trahis. C'était terrible. Parce que le service, après, du coup, ce scandale, il est arrêté? Alors, il n'est pas complètement arrêté. Moi, je décide de pas quitter le navire avec Monsieur Constant. On reste pour répondre aux gens, on reste pour faire face. Et il y avait déjà à l'époque, on va dire, une guerre entre l'ARC, l'association de recherche sur le cancer, qui, normalement, était une association qui récoltait des fonds pour la recherche dite fondamentale, et la Ligue nationale contre le cancer, qui était une association qui était plus sur l'accompagnement des malades et des personnes en situation de maladie et de leurs familles. Et du coup, la Ligue, à ce moment-là, mais moi j'y vais beaucoup plus tard, mais la Ligue, à ce moment-là, commence à se dire que ce scandale va non pas l'aider, c'est pas du tout mes propos. Évidemment que la Ligue a pas fait sa renommée sur le scandale de l'Arc, mais la Ligue a pris une place encore plus importante sur l'accompagnement des personnes malades, en fait. Et l'Arc, petit à petit, s'est défait, donc le service a fermé, mais moi je suis partie un peu avant. Ok. Bon, on reviendra là-dessus parce qu'effectivement, tu as tout un chapitre avec la Ligue nationale contre le cancer. Je voulais te parler d'un autre momentum où en 95-96, tu passes dans une autre organisation. Oui. Sur le combat pour vaincre la mucoviscidose. Là, c'est intéressant en fait pour nos auditeurs, c'est que on arrive à une période où en fait cette association est très visible et un peu une sorte de porte-drapeau de plusieurs maladies rares. C'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait, pardon. Pas tout à fait. Donc, je passe à l'Association française de lutte contre la mucoviscidose. Aujourd'hui, c'est Vaincre la mucoviscidose, cette association. J'arrive dans cette association pour la bonne raison que je suis appelée par quelqu'un qui bossait avec moi à l'Arc, qui est dans cette association depuis plusieurs mois et qui me dit viens nous rejoindre. On a besoin de bras. C'est une assez jeune association à ce moment-là. Et du coup, j'y vais comme chargée de mission. Je crois que c'était un truc comme ça sur mon contrat. Mais surtout, j'y vais pour rendre accessible l'information médicale aux parents. D'accord ? Et il y a donc un bulletin, il y a des dépliants sur la maladie, vivre avec la mucoviscidose. Et nous sommes donc en 95. Et en 96, c'est la découverte du gène de la mucoviscidose, ce qui permet ce qu'on appelle les diagnostics préimplantatoires, ou pour le dire autrement, qui permet à des parents qui ont eu un enfant
atteints de mucoviscidose, de peut-être avoir une deuxième grossesse et de choisir un embryon qui ne serait pas porteur du gène de la mucoviscidose. Immense avancée médicale, et j'ai la chance de vivre ça avec une immense révolution, et où là, tout de suite, on va toucher à l'éthique. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand moi, je suis arrivée à la mucoviscidose, quelques années auparavant, tous les enfants décédaient aux alentours de 10-12 ans. Et il se passe que dans les années 90, 95, 2000, ces enfants non seulement ne meurent plus, grâce au traitement en particulier des antibiothérapies, mais je suis pas médecin et je me souviens plus trop de ce qu'il y avait, mais je sais que les antibiothérapies et certaines découvertes de bactéries ont été combattues avec les bons médicaments, donc ce qui a donné une espérance de vie, et puis les greffes. Je veux dire, les enfants, les jeunes étaient greffés avec même des greffes corps-poumons qui commençaient à bien fonctionner. Donc du coup, l'espérance de vie est montée, et on s'est trouvé en même temps avec ce qu'on appelait le groupe des jeunes adultes. C'est-à-dire que la mucoviscidose, l'Association française de la mucoviscidose, était une association créée par les parents démunis. Souvent, c'était des parents endeuillés. Et en fait, ils ont vu monter dans l'association leurs enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, qui étaient extraordinairement riches, étonnants ? C'est qu'il y a eu la confrontation entre des enfants qui sont devenus autonomes et jeunes adultes. On appelait ça le groupe des jeunes adultes, et qui disaient à leurs parents, c'est bon, quoi. Je vais prendre ma vie à moi. Et là, bim, deuxième truc, en me disant, mais finalement, c'est que la personne concernée qui peut décider de ce qu'elle veut faire, de sa maladie. Et d'où des conflits au cœur du conseil d'administration entre les parents qui étaient là en toute bienveillance, évidemment, je dirais, qui s'étaient battus pendant des années pour ça, et les enfants qui voulaient prendre leur autonomie, avec des discussions où moi j'entendais, où des parents étaient affolés parce que leur fille disait « mais moi je veux porter un bébé » et on savait que ça aggravait la maladie. Ou des jeunes garçons qui disaient « moi je veux bénéficier de pouvoir prélever mes gamètes pour pouvoir avoir des enfants ». Les parents étaient complètement à la fois époustouflés et à la fois renversés, bouleversés par tout ce qui se passait. Donc j'ai assisté à ça, avec tous ces questionnements éthiques qui commençaient à venir au cœur de cette association. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une autre manière de voir, encore une fois, la place de la personne malade dans un contexte encore plus intime qui est la relation aux parents. Donc ça augmente... Et là, on retouche du doigt ce qui était aux anciens combattants quelque part, sur voilà ce que je sais de ma vie, de comment elle est, pourquoi je suis à la rue, ce que j'ai touché lorsque j'étais à l'Arc, sur le fait que moi je sais que je peux pas me soigner parce que mes conditions de vie ne me permettent pas, alors même qu'on me dit qu'il faut que je fasse ça d'un point de vue médical. Là, j'arrive avec des parents qui, en toute bonne foi, disent « non, tu vas pas porter d'enfant parce que tu vas aggraver ta maladie et tu vas finir à devoir être sur liste d'attente de greffe et tes enfants seront orphelins ». Tu vois, c'était ça les discours. Et puis quand même, cette autonomie, mais j'ai une compétence et j'ai une autonomie, je suis jeune adulte, je fais finalement ce que je veux. Donc cette confrontation entre les parents qui faisaient monter l'information sur le diagnostic préimplantatoire, sur le fait qu'on pouvait choisir, avec la question éthique de couple qui disait « mais mince, si jamais j'ai un deuxième enfant, qu'est-ce que je vais dire au premier en disant « si j'avais su, tu serais pas là ?» Vous voyez, donc toutes ces questions m'animaient et je n'avais pas, personne n'avait des réponses. Mais on était plein de questionnements en se disant rien n'est simple. C'est pas où on fait ça et pas ça. Et je commençais à avoir cette notion de ce que plus tard j'appellerais l'éthique clinique, cette notion de tout questionnement et que on ne sait pas la place d'eux. Ça commençait à devenir une petite certitude. Je me disais, mais moi, je sais pas, j'ai pas la muco. Mais moi, je sais pas, je suis une jeune femme qui peut avoir des enfants sans aide médicale et sans risque d'y perdre ma peau, finalement. Donc, je peux pas savoir pourquoi elle fait ça. Donc, je commençais à voir ça avec des injonctions paradoxales qui étaient de dire, les parents qui disaient, non, on va dire aux jeunes filles qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Et des médecins qui disaient, si, on peut les accompagner. Et des médecins qui disaient, non, je vais pas l'accompagner. Donc, on était dans ces injonctions paradoxales avec une prise d'autonomie, de conscience de ces jeunes adultes atteints de mucoviscidose. Et au cœur de tout ça, j'ai eu la chance, pendant ces 4 années-là, d'avoir un autre phénomène, mais qui est complètement lié. C'est que vous avez tous entendu parler du Téléthon, je veux dire, qui était tenu par l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies. Et
l'AFM récoltait de l'argent, bon, tout le monde sait comment, pour pouvoir subventionner les recherches sur les myopathies. Mais dans les myopathies, il y avait la myopathie de Duchenne qui était celle qui combattait, mais il y avait toute une liste de sous-myopathies, enfin c'est pas comme ça le terme médical, mais d'autres myopathies. Oui, ça a été là où j'ai confondu en fait. C'est cette association en fait qui était le porte-voix de Absolument. toutes les autres. De toutes les autres petites associations, où quelquefois, je me souviens, l'exemple qui me vient en tête, c'est les enfants lune. Ces enfants qui sont habillés comme des scaphandriers parce que n'importe quel rayon UV va leur créer des cancers dont ils peuvent décéder. Et donc, du coup, il y avait quoi? Il y avait 10 personnes dans l'association des enfants lune et 0 recherche là-dessus. Et donc, je pourrais égrener les exemples à la hauteur du nombre de petites associations qu'avait. Quand je suis partie, quand j'ai quitté la Ligue en 2000, enfin, de ces milieux-là, vers 2015, il y avait plus de 198 associations et au départ, il y en avait 97. Donc, tu vois, c'était quelque chose d'énorme. Et du coup, tout ça pour revenir au sujet, c'est que au cœur de l'Association française de lutte contre la mucoviscidose étant une maladie rare, il a commencé à avoir un raisonnement poussé par les jeunes adultes d'ailleurs, et quelques parents, de se dire mais on n'est rien tout seul et on serait tellement fort à plusieurs. D'où l'idée de collectif, d'où l'idée de co-construction. Et c'est ainsi qu'est né, soutenu par l'AFM, ce qu'on a appelé l'Alliance des maladies rares. Et dans l'Alliance des maladies rares, il y a toujours, je crois encore aujourd'hui, mais j'en suis sûre, Vaincre la mucoviscidose, qui est l'ancienne AFLM, parce que la muco est une maladie rare. Et puis, au cœur de ces maladies rares, il y avait encore plus rares que les maladies rares, il y a les maladies dites orphelines. Quelquefois, on ne les a même pas diagnostiquées. Et donc, l'Alliance des maladies rares s'est créée, et moi, j'ai eu la chance, petite chargée de mission, d'assister aux réunions et de voir comment on peut se pouiller la tête, comment on peut, s'invectiver en réunion, comment on peut, avec la rage de sauver la peau de ses mômes, ou de sauver sa propre peau, et en même temps construire un collectif où je me souviendrai toujours avec émotion, j'allais à l'AFM, j'allais sur les tournages, j'allais sur les plateaux, et où 2-3 ans après la naissance de ce collectif est arrivé sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est, tout un défilé, il n'y a pas d'autre mot, de gens qui tiennent des pancartes avec sur la pancarte le nom de leur pathologie rare ou de leur maladie orpheline. Et ça, c'est l'Alliance des maladies rares. Et l'AFM a fait beaucoup pour ça. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à ça. Et là, ça a été un acte professionnel absolument fondateur de me dire un truc qui peut paraître évident, que on est bien plus fort à plusieurs, mais là ça prenait tout son sens. Ça prenait le sens d'une force politique, d'une force, de se faire entendre politiquement, de se faire entendre par les tutelles. Donc on est à la fois là sur une avancée de se dire, clairement, ça commence à s'ancrer dans ma posture professionnelle, rien sans les personnes concernées, non pas pour elles, mais avec elles. Ouais, premier apprentissage. Oui. Deuxième apprentissage, de dire les personnes concernées savent, et c'est elles qui savent le mieux ce qui est bien pour elles. Quoi qu'on en dise, tout autant de diplômes, bardés de diplômes médicaux qu'on soit, seules les personnes concernées médicalement savent ce qui est bon, savent ce qu'elles ressentent au fond de leur corps. Et troisièmement, se faire entendre, ça passe par une force qu'il faut trouver, qu'il faut construire, co-construire, et qui va impacter le politique. Hyper puissant. Et en fait, c'est ces 3, on va dire, gros apprentissages que tu prends comme des outils qui vont te servir par la suite tout au long de ta carrière. C'est ça. Si on fait du coup on avance sur cette carrière qui est super inspirante, parce que franchement, moi je connais pas très bien le milieu de la santé et je trouve que tout ce que tu as fait, c'est incroyable. J'ai rien fait toute seule, on est bien d'accord. Mais c'est intéressant, c'est parce que tu viens de le dire, c'est le faire avec les patients, avec les organisations, dans des collectifs, en co-construction. Et ça, c'est clé, effectivement. Donc là, on arrive à un moment, d'ailleurs, on a l'impression que l'histoire est... Il y a des petits coups du sort. Parce qu'en fait, là, on a les états généraux des malades du cancer. C'est ça.
se sont déroulés les premiers états généraux des malades du cancer. Donc, j'y étais pas. Mais dans le milieu associatif militant dans lequel je travaille, ça remue le landerneau. C'est-à-dire que on comprend qu'il s'est passé un truc là. Je veux dire, 3000 malades porte-maillot qui expliquent aux médecins qu'en gros, ils savent pas les prendre en charge et que prendre l'annonce d'un diagnostic de cancer en pleine figure, dans un couloir, au téléphone, sans précaution aucune, c'est plus possible. Et enfin, j'ai envie de dire quelque chose qui est pas très élégant au micro, mais je vais le dire quand même, ils vomissent, je veux dire, leur souffrance. Et des médecins qui sont restés, des médecins avec qui j'ai bossé, étaient abasourdis parce qu'ils imaginaient pas ce déferlement-là. Et donc, on est sur un choc, et les médecins longtemps après, des années après, disaient à la Ligue, parce que c'était la Ligue nationale qui a porté ses premiers états généraux, il faut rendre à César ce qui est César, c'était le professeur Henri Pujol et Claire Compagnon, qui est quand même une figure du monde associatif, qui ont porté ça. Et Claire venait du milieu sida. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Claire, elle avait bossé dans le sida. Moi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je m'étais inspirée, je veux dire, et je me suis tout le temps inspirée du modèle sida, de ces co-constructions. On en reparlera, des malades du sida. Ça a été aussi un enseignement. Claire avait cette culture, et donc quand elle a créé donc de toutes pièces, elle a imaginé ses premiers états généraux des malades du cancer. Longtemps après, les médecins disaient mais on n'a pas compris ce qui nous était tombé sur la tête. Et ça ne pouvait plus jamais être pareil, parce que les malades avaient pris la parole sous l'égide de la Ligue nationale, qui, il faut quand même bien comprendre, est une association de médecins, avec un conseil d'administration fait de médecins. Et du coup, qui ont un peu mis le verre dans le fruit. C'est-à-dire qu'ils ont créé comme un réseau de patients, de malades à côté d'eux, qui leur a dit, maintenant, vous êtes comptable de cette ouverture que vous nous avez offerte. Merci à la fois pour ces états généraux, mais ça va pas se refermer comme ça. Et du coup, la chance que j'ai eue, c'est que, alors que j'étais à la mucoviscidose, rechoc éthique, c'est-à-dire qu'arrive un nouveau directeur. Ce directeur est issu, on va dire, comment dire ça, issu d'une posture professionnelle un peu traditionnelle et un peu, ouais, je pense que je vais dire réac. Conservatrice, merci, puisqu'il travaillait à l'archevêché de la ville de Paris, et pour lui, il était impossible qu'on puisse communiquer sur, par exemple, le diagnostic préimplantatoire, et que donc nous ne devions pas faire d'informations autour de ça. Avec là un gros choc éthique, et il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de gens licenciés, il y a beaucoup d'administrateurs qui s'en vont, beaucoup de jeunes adultes qui quittent l'association. C'est vraiment un schtroumpf, comme on dit dans notre jargon politique. Et à ce moment-là, j'ai la chance de croiser Jean Lambert, qui était bénévole à la Ligue nationale contre le cancer et qui s'occupait auprès d'Henri Pujol de la communication. Il y a à la Ligue comme directrice du droit des patients Claire Compagnon. Je croise ces gens-là, ils me disent les états généraux sont passés, on a une demande et on s'est dit qu'on avait fait un cahier des charges et qu'on le ferait pour les patients, c'est de créer un lieu d'information en accès libre pour les personnes touchées par un cancer, et ce lieu, il faut qu'il soit dans un centre anticancéreux. Donc en gros, est-ce que vous voulez relever ce challenge, ce défi? Donc, bon, déjà c'est incroyable, ils viennent te chercher, il y a déjà une forme de reconnaissance, même si après tout ce que tu viens de me raconter, t'avais préparé le terrain, t'avais compris le constat, t'étais la bonne personne aussi parce que tu l'avais déjà vécu auprès de plein de public. Mais je sais pas comment on vit ça quand on est sollicité. Alors j'ai été sollicitée et pas complètement. Ça s'est fait comme ça se fait souvent dans le milieu associatif. Ils ont pas dit tiens on va chercher Anne Festa. On s'est rencontrés parce que je faisais du bénévolat. Et j'ai essayé ma petite idée de bénévolat en attendant de trouver un job, en fait, j'avais l'idée avec d'autres personnes, et dont l'ancien directeur de la FLM, justement. On avait eu l'idée de se dire, et si on faisait comme un espèce, pas de syndicat, mais de regroupement des petits chargés de com dans ces petites associations qu'on avait rencontrées au sein de l'Alliance des maladies rares, qui soient parrainés par des grands communicants de grandes associations. Et donc, j'ai rencontré Jean Lambert, en lui disant, ça vous dirait pas d'aider des gens de petites associations? Et je suis allée le démarcher pour ça. Oui, donc en fait, tu provoques ta chance via c'est ça. Ce sujet. Okay. Et c'est en discutant avec Jean, qui comprend que je recherche un job,
qui comprend que je fais ça parce que c'est du bénévolat pour essayer de créer une espèce de plateforme de mutualisation de compétences entre chargés de com et directeurs de com, en gros, pour faire court. Et j'en me dis, mais moi, je cherche quelqu'un pour le sujet qui sont, je veux dire, ces lieux que les malades avaient réclamés lors des états généraux. Donc, évidemment que je dis oui, persuadée que ça va être facile. Et alors, c'est pas si facile que ça. Alors, les galères commencent, les vraies galères. Parce que là, pour essayer de remettre dans le contexte, on est... en quelle année? On est dans les années 2000? On est en 1999. Alors, on est juste avant les années 2000. Ok. Et donc là, tu es intégré à la Ligue nationale contre le cancer. Oui. Alors, mais... Avec une petite particularité. Avec une particularité. Donc, parce que rien n'est simple. Rien n'est... C'est-à-dire, rien n'est simple parce que ce qu'on allait faire n'existait pas. Oui, bien sûr. Et du coup, il fallait qu'on trouve des façons de fonctionner qui collent à la fois avec le monde associatif, mais là, pour le coup, il fallait qu'on soit dans un lieu hyper reconnu qui était un hôpital. Et du coup, comme la Ligue avait un conseil d'administration, je l'ai dit, avec plein de médecins, tous oncologues, tous méga spécialistes, tous renommés, tous reconnus, il y a au conseil d'administration de la Ligue le directeur général de l'Institut Gustave Roussy à Paris, premier centre de lutte anti-cancer européen, sur le plateau de Villejuif, là où il y avait les locaux de l'Arc. Oui, c'est drôle, c'est ça. C'est drôle. La théorie des cycles. Et je dis son nom avec un immense plaisir, c'est le professeur Thomas Turs, qui aujourd'hui est décédé. Et ce professeur est donc administrateur, et Thomas Turs était, dans sa partie scientifique, un gars visionnaire, et c'était vraiment tous les médecins et tous les articles et toute la communauté internationale le savait. C'était quelqu'un hyper ouvert qui a fait de cet institut Gustave Roussy et qui a permis à ce que ça devienne encore ce que c'est aujourd'hui, le premier centre de lutte européen contre le cancer. Et Thomas Turs avait assisté aux États généraux. Et Thomas Turs était un fin politique, et c'est pas du tout c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais il avait une intuition politique qui était de dire il va se passer des trucs sur les droits des usagers, je ne veux pas que l'Institut Gustave Roussy soit hors de ça, voire même je veux que l'Institut Gustave Roussy en soit porteur. C'était l'image de l'Institut Gustave Roussy, et il avait compris à cet instant-là, cet homme-là, que rien ne pourrait se faire sans les personnes malades. Rien ne pourrait se faire plus jamais sans les personnes, touchées par un cancer, et que si ça devait se faire, il voulait, lui, accompagner ça, évidemment, pour que l'Institut Gustave Roussy reste et brille une référence. Et du coup, il a dit, vous savez où ça va se faire? Ça va se faire à Villejuif, à l'Institut Gustave Roussy. Donc là, tu te retrouves, en fait, rattaché aux deux organisations. C'est ça, avec des liens hiérarchiques... comment dire ça, c'était terrible parce que donc j'étais sous l'autorité de Jean Lambert qui était bénévole directeur de la com, mais sous l'autorité de fonctionnelle de Claire Compagnon qui était directrice de tout le service des usagers à la Ligue, et j'étais sous l'autorité, donc Thomas Turs avait décidé de me mettre sous le N-2 de l'IGR, carrément, genre petite chargée de mission. Moi, j'étais directeur, avec le directeur adjoint, qui était le docteur Gérard Mittenberg, et au-dessus, il y avait Thomas Turs, et le conseil d'administration de l'IGR. Donc, j'étais genre au rez-de-chaussée, à côté de la cafétéria, sur un espace où défilaient tous les psychologues, tous les médecins, toutes les infirmières en disant « Vous donnez pas ça, vous ne parlez de rien, vous ne pouvez rien dire, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas diététicienne, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes rien. Donc taisez-vous. » Voilà. Et Thomas Turs qui me disait « Écoutez, je vous reçois pour une fois dans mon bureau, mais j'ai autre chose à faire. Hein. Donc en gros, tout ce que vous faites, c'est oui. Vous allez voir Gérard Mittenberg, donc votre N+1, et si on vous emmerde, vous dites que c'est oui et que Gérard Mittenberg a dit oui. Et vous validez avec... Et donc voilà, je suis redescendue du 12e au rez-de-chaussée avec une carte blanche. Ouais. Et c'était immensément dur parce que ce que je vous dis sur le ton de la plaisanterie, je découvre à ce moment-là que c'est pas parce que Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, commence à faire une loi qui va être en 2002 la loi du droit des malades
Et on y est, là, je dirais. On sait que ça se prépare. C'est pas parce qu'il y a un plan cancer avec Jacques Chirac et qu'il y a l'Agence nationale contre le cancer, l'Institut national du cancer qui se monte, que les choses vont être souples avec le milieu médical. Donc, ouais, c'est extrêmement compliqué. C'est même, comment dire, je peux le dire aujourd'hui, ça a été même personnellement très dur parce que comme ils ne comprenaient pas complètement ce qui se passait, j'ai envie de dire sociologiquement, sans parler pour l'instant encore de politique, toute la rage, toute l'inquiétude se focalisait sur ma petite personne. Donc, ouais, j'avais des intimidations. Donc, t'étais un peu, si j'ose le mot, un peu punching ball, quoi. Oui. En gros. Oui. Et là, il y a un moment quand même assez fort parce que toutes ces intimidations, tous ces retours, tout... en fait, je te rappelle, pour les auditeurs qui nous suivent toujours, pour pas se perdre, tu as pour l'instant un bac à ce moment-là. Oui. Et toute ton expérience, aussi riche soit-elle... Elle n'est que d'une expérience de terrain. C'est ça. Et faite par le milieu associatif, petit milieu associatif, dans lesquels il n'y avait pas d'autorité médicale, puisque j'étais que sur l'accompagnement des personnes malades, et en aucun cas dans un lieu de sciences dures et fondamentales comme l'Institut Gustave Roussy. Je n'étais entourée que de blouses blanches. Et là, en fait, c'est la première fois où tu te prends ça en pleine figure, en oui. fait. Et comment ça se passe à ce moment-là? Ça se passe pas bien parce que, en fait, c'est comme s'il y avait un mur entre accompagner des personnes malades au cœur même du système médical, l'Institut Gustave Roussy, et les soigner. Et il y a un heurt entre la décision de soins, de soins de traitement, de molécules, j'ai envie de dire, donnés par les médecins, et ce que je pouvais faire dans mon espace, qui était un accès libre Internet sur des sites Internet validés. Alors, à l'époque, c'était le HON Code qui permettait de dire que c'était sourcé, que les informations étaient sourcées, que les brochures qu'on donnait, quand c'était des associations qui connaissaient pas, j'avais pas le droit de les donner. Quand c'était évidemment les brochures de la Ligue, je ne pouvais pas ne pas les donner puisque j'étais payée à moitié par la Ligue et à moitié par l'Institut Gustave Roussy. Donc ça, c'était un peu... Donc en plus, c'était très marrant parce que c'était souvent des brochures qui étaient rédigées par les médecins eux-mêmes qui voulaient pas les distribuer. Enfin, c'était des choses impensables. Mais c'est la vraie vérité, ce que je vous dis. C'était quelque chose, le monde à l'envers. Et avec du recul, je comprends qu'il y avait une inquiétude folle. Alors, on m'a dit, je l'ai noté sur mon journal que je tenais un journal de bord, je note sur mon journal de bord qu'une psychologue et un médecin sont descendus dans cet espace à côté de la cafétéria, là, qui était un peu comme un lieu d'accueil avec des bouquins. On peut imaginer une mini-bibliothèque avec des ordinateurs à boire, du café, des fauteuils, un truc un peu sympa, quoi. Je veux dire, il m'avait dit, il n'y a jamais eu de suicide à l'Institut Gustave Roussy, c'est pas maintenant à cause de cet espace de rencontre et d'information que ça va commencer. Donc c'était immensément violent. C'était supputé que parce que les malades allaient voir quelqu'un comme moi qui n'était pas du sérail, pouvaient sortir de l'Institut Gustave Roussy et se flinguer. C'était aussi violent que ça. Ok. Et c'était la non-reconnaissance. Et quand je disais, mais je vais vous dire quelque chose. Je dis, ils vont sortir d'ici si vous ne voulez pas que j'accompagne l'information médicale, que j'accompagne sur le bon site internet, que je réponde, que je dirige, que j'envoie vers des groupes de parole en ville. Qu'est-ce qu'ils vont faire en sortant de là? Ils vont aller déjà commencer Internet. Ils vont aller sur Internet. Ils vont écouter n'importe qui. Donc de toute façon, ils vont le faire. Si vous ne l'autorisez pas, autant autorisons-le de façon cadrée. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, ça faisait quand même 6-7 mois. Et je dois l'avouer, j'étais prête à jeter l'éponge. J'étais épuisée et j'étais profondément blessée parce que c'est hyper dur de se taper, un institut avec 4000 salariés, médecins et des blouses blanches qui vous méprisent, en fait. Il y avait un journaliste médical sur TF1 qui s'appelait Pierre Ly. Et c'était un peu l'équivalent de Fézaquier sur France 2. C'était un journaliste qui faisait que les reportages médicaux, qui a entendu parler de cet endroit. Et la chargée de communication de l'IGR a dit « Mais venez », parce qu'elle a senti, elle, qu'il y avait urgence à ce moment-là. Et Thomas Turce a dit « Oui ». Et du coup, ils sont venus et on a fait l'ouverture du 20h. Je m'en souviens.
Et l'ouverture du 20h, c'est l'espace de rencontre et d'information de l'IGR, un pari incroyable, bravo à l'Institut. Tu vois, tout était tourné comme le truc génialissime, comme ce qu'avait prévu Thomas Turs. La vision initiale. La vision initiale de Thomas Turs, qui n'était pas la réalité, mais qui était sa vraie vision. Et du coup, je me souviens très bien, on va avoir du mal à me croire, mais le lendemain, quand je suis allée à la cantine, donc la cantine de l'Institut Gustave Roussy, c'est 1000 personnes qui bouffent ensemble. 9e étage, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a eu un silence quand je suis arrivée avec la chargée de com, parce que les gens avaient vu le 20h. Ouais, et donc du coup, ça a regardé le truc différent. Et surtout derrière, il y avait une interview de Thomas Turs qui disait tout le bien qu'il pensait et combien il était fier que tous les médecins de l'Institut Gustave Roussy adhèrent. Et moi, j'étais là en disant, mais ça, comment on fait un truc pareil, quoi. Et ma vie a changé. À ce moment-là, pas parce qu'ils ont été gentils, mais parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils n'iraient pas contre et que c'est pas en m'éliminant que, voilà, le verre était dans l'Institut Gustave Roussy et qu'ils pouvaient même m'éliminer, que je pouvais partir, que c'était mort, quoi. Que c'est maintenant Thomas Turs et la ligne politique était celle-ci. Et à ce moment-là, Gérard Nittenbert a été quelqu'un qui m'a accompagnée toute ma vie igérienne, j'ai envie de dire, et quelqu'un qui m'a soutenue, avec qui on a avancé. On s'est souvent engueulé, mais avec qui on a avancé et on en a planté 33 dans toute la France. Ouais, on a modélisé ça, et pour faire ça, il y a eu quand même un événement, c'est que comme ils n'arrivaient plus à m'attaquer parce que j'avais, on va dire, la bénédiction du directeur général, ils m'ont attaqué sur ma formation. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce que je disais. À ce moment-là, tu n'avais pas encore validé de formation universitaire. Absolument pas. Et donc là, il t'attaque là-dessus. Il m'attaque là-dessus, en plein colloque, devant tout le monde, chaque fois qu'on présentait des choses, en me disant, mais... Alors, il m'appelait jamais madame, il me disait mademoiselle. J'avais 41 ans à l'époque, donc déjà un petit peu vieilli, je pouvais quand même dire madame. Donc, il me disait mademoiselle. Il me dit, mais mademoiselle, expliquez-moi, vous n'êtes pas médecin. Donc, ça, c'était une évidence pour eux. Vous n'êtes pas infirmière. Il y en avait certains qui rajoutaient, vous n'êtes même pas aide-soignante. Sous-entendu, vous n'êtes rien. Quelle prétention avez-vous? Pourquoi vous présentez ça? Sur quelle base? Et je me souviens être sortie en larmes de certains colloques, et Thomas Turs, tout le temps pragmatique, il m'a dit, normal. Il m'a dit, t'as rien. Il m'a dit, donc, t'as vu où t'es? Donc, écoute, tu vas arrêter de bosser le vendredi midi, tu vas te trouver une formation, tu vas aller à l'université le vendredi après-midi, certaines font ça le samedi, et cherche un domaine où tu es diplômé, il me faut un master 2. Je fais comment? En fait, le saut du bac au master 2, et en fait, c'est incroyable. Et en fait, je fais, parce qu'à l'époque, la vie est absolument géniale, pendant tout ce que je vous ai raconté, viennent visiter, des personnes viennent visiter cet espace de rencontre et d'information et viennent donc à ma rencontre. Des sociologues, Philippe Bataille, des personnes qui ont une idée absolument magique qu'on va retrouver plus tard, qui est de monter la première formation en consultation d'éthique clinique, le docteur Véronique Fournier, qui viennent me voir dans l'espace, qui comprennent ce désarroi, des sociologues, des universitaires, des infirmières qui ont envie de voir leur métier différent, des médecins qui commencent un peu à bouger. Et de fil en aiguille, on m'amène à l'université dans le 93, et j'ai tout le temps habité le 93, le 9-3 comme on dit, Saint-Denis. Saint-Denis, une université qui est quand même une université assez exceptionnelle, parce que c'est une université qui faisait la validation des acquis professionnels, y compris sur des acquis professionnels qui pouvaient être associatifs ou qui n'avaient pas été hyper académiques, quoi. Et donc, on passait des entretiens, des examens, et on était validé à hauteur d'un diplôme. Et donc, je suis validée à hauteur d'une licence. Et donc, il me reste plus que 2 ans. Et donc, en fait, Thomas Turs m'avait donné max 18 mois. Donc, je me dis, je vais jamais y arriver. Et en fait, je suis rentrée en DESS. Et donc, je me suis dit, là, il faut que je trouve une méthodologie. Il faut que je trouve un truc pratico-pratique qui m'aide à auto-évaluer ce que je fais. Et là, je suis tombée en amour, il n'y a pas d'autres mots, devant une discipline de la sociologie qui est l'ethnométhodologie, qui n'existe plus aujourd'hui à Paris 8. Il y a très peu d'ethnométhodologues formés. J'en suis.
Je le revendique. Je dois. Et l'ethnométhodologie, pour faire super court, en gros, c'est comprendre comment font les gens pour faire ce qu'ils font. Et je me suis dit, mais c'est exactement là-dedans que je suis. Et donc, j'ai pris comme objet d'étude l'espace de rencontre et d'information. Comment font les gens pour trouver l'espace de rencontre et d'information? Et du coup, c'est un taf, un boulot d'observation participante. Et d'être à la fois en réflexivité, en fait, d'être à la fois dans le métier que tu fais, d'être en réflexivité, de te voir pédaler, de voir ce que tu fais. En position méta, en fait. C'est ça. Et de regarder comment méthodologiquement, pas pourquoi ils font ça, mais comment, juste le comment, pas l'analyse psychologique ou médicale ou fondamentale. Oui, c'est les faits, en fait. C'est les faits factuels. Comment ils font. Et du coup, on a presque un parcours, en fait. C'est déconstruire un parcours, comme on fait aujourd'hui avec des parcours clients ou des choses comme ça. C'est exactement ça. Parcours patient. Et du coup, on a trouvé des choses extraordinaires au sens grammatical du terme. Et c'est ça que j'ai soutenu. J'ai donc obtenu un DESS. Et du coup, Thomas Thurs m'a mis après à l'université. On a fait des publications dans des revues bien cadrées, sociologie. On a fait des petits bouquins, tout ça. Et du coup, après, quand on me disait « Mademoiselle, vous êtes qui, vous êtes quoi ?» Je dis « J'ai une formation en sociologie qui s'appelle l'ethnométhodologie. » Et je reprenais mon discours et tout le monde se taisait. Ouais, et quelquefois, j'avais une immense tristesse parce que tant mieux d'avoir fait cette formation. Elle m'a aussi sauvé la vie et elle m'a permis plus tard de déformer les règles et sans les contourner, en fait. Et ça a été absolument génial. Et merci, cette formation. Merci. Mais ça n'empêche que à cet instant-là de ma carrière, j'avais le cœur très lourd parce que je comprenais que on n'est rien sans diplôme et que finalement, j'étais pas différente d'avant mon diplôme que après mon diplôme. Que évidemment j'avais acquis une méthodologie, une rigueur, ça je peux pas le nier. J'avais besoin d'aide et de médecins justement qui m'a mené ces méthodologies. Et j'avais suffisamment de médecins autour de moi à l'IGR qui étaient des amis, qui étaient des médecins, parce que c'était pas tous des ennemis. Hein, je veux dire, j'ai des gens extraordinaires qui m'ont formé, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Il y en avait plein. Quand je suis partie, il y en avait plein. Mais n'empêche que c'était l'autre questionnement. Et l'autre, comment dire ? Ouais. Mais tu disais quoi ? Tu disais j'aurais dû le faire plus tôt. Tu disais pourquoi est-ce que je dois en passer par là ? C'était quoi en fait un peu les deux. Je me suis dit. Qui est quand même paradoxal. Oui, en fait. Les deux. C'est qu'à la fois je me sentais trop petite et impuissante, et je me disais j'aurais dû le faire plus tôt. Je me serais évité là pour le coup beaucoup de souffrances perso et peut-être de la perte de temps. Quoique, je suis pas sûre qu'on ait vraiment beaucoup perdu de temps à cette époque-là. C'était vraiment aller vite aussi. Parce que mettre 33 zéries dans des lieux, dans tous les hôpitaux, dans tous les centres de lutte contre le cancer, alors que personne n'en voulait, et faire ça en 7 ans, c'était pas mal quand même, avec du recul. Je crois qu'il faut quand même être un peu gentil avec moi-même et les équipes. C'était quand même pas mal. Mais j'avais à la fois ce regret, oui, donc de ne pas l'avoir fait plus tôt, et ce regret que on laisse pas la place au savoir profane. On laisse pas suffisamment de place et on va le voir plus loin dans l'idée qui a été de pousser après sur une autre expérimentation qui est le patient formateur. Reconnaître en fait l'expertise de quelqu'un qui y est passé, c'était pas très culturel chez nous. Mais d'ailleurs, je saute un peu les étapes, mais sur cette question du patient formateur, tu vas évidemment le réaliser parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'il va falloir qu'ils aient une formation diplômante pour y soit reconnu. Bon, on en parlera. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Anne Festa. Rendez-vous dès vendredi pour suivre la deuxième partie pendant laquelle Anne va nous partager, entre autres, son péché d'orgueil lorsqu'elle a été chassée pour la première fois par une nouvelle agence d'État, sa transparence lors d'une période professionnelle difficile qui lui a permis de rebondir, ou encore sa contribution à la mise en place d'un nouveau rôle en santé, le patient formateur. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par mail sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!